Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment qui a une signification très importante. Je suis surtout très heureux évidemment d'accueillir Arnaud Fontanet, qui est à la fois professeur au conservatoire et puis aussi responsable des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté la demande que je t'ai faite, mais surtout je dirais que l'ensemble du personnel, l'ensemble du CNAM t'a fait. Alors aujourd'hui, c'est un moment un peu particulier, c'est pour ça qu'on souhaitait commencer avec Arnaud. C'est parce que nous inaugurons de façon un peu officielle ce Studio Labs, ces nouveaux espaces. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, comment ne pas commencer par Arnaud? Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais le MOOC que tu avais fait en septembre 2013 était un MOOC qui était numéroté dans les codes du CNAM, CNAM 001. Donc, ce fabuleux MOOC d'infectiologie, septembre 2013, pour moi, ça a une résonance, puisque c'est évidemment le moment où je suis devenu administrateur général, donc on avait commencé ensemble. Quelques mots sur ce Studio Labs. Ce Studio Labs, c'est un espace totalement refait. Tu te rappelles de quand tu étais venu, où c'était un peu plus primitif. J'avais fait descendre le président de la République pour montrer aussi les espaces que nous avions. Donc, aujourd'hui, l'espace est rénové, il y a cet espace d'enregistrement, il y a des espaces d'accueil, il y a plein d'espaces. Je remercie toutes les équipes, Sophie Guichard, Thierry Kochelsna, Christophe qui est présent avec nous, tous ceux qui ont pensé ce nouveau lieu qui va nous donner une impulsion. N'oublions pas que dès 1963, le CNAM diffusait des cours à distance et de la télévision à distance, donc pour nous c'était très important. Et nous allons justement avoir, à la rentrée 2021, un espace type studio de télévision pour faire, si tu le souhaites, faire des émissions en direct sur ça. C'est l'occasion de saluer ce que tu avais été le premier à faire, c'est-à-dire notre initiative des MOOC, ton MOOC en particulier sur l'épidémiologie avait été un grand succès, à la fois, je dirais, en termes d'audience, mais aussi en termes de contact et de partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur. Et puis surtout, évidemment, nous souhaitions commencer, installer, inaugurer ces nouveaux espaces avec toi et lancer cette conférence. Cette conférence, c'est One Year After. Tu avais parlé début mars de l'année dernière. Et je voudrais vraiment dire que cette conférence, encore une fois, elle a été demandée par les personnels qui souhaitent t'écouter parce que tu es à la fois un grand scientifique, un grand enseignant de la maison, mais évidemment, ta parole est d'or et ton rôle dans le conseil scientifique auprès du président de la République, évidemment, te donne une dimension très importante. Il y a un an, tu nous avais expliqué la situation, tu nous avais dit voilà ce qu'il en était. Depuis un an, et ça aussi je voudrais vraiment le dire à l'ensemble des personnes qui nous suivent, tu as été extrêmement précieux dans l'action que nous avons menée. À chaque fois que je t'ai demandé quelque chose ou que voilà, nous avons essayé de voir si notre stratégie, toujours difficile parce qu'on bouge un peu à vue, était la bonne, tu as bien voulu regarder et nous donner des conseils très précieux, donc ça c'est fondamental. Et puis voilà, c'était important. Nous finissons cette première année d'épidémie, j'allais dire, dans un mode un peu aigu. Donc, évidemment, nous espérons voir des jours heureux, comme aurait dit Beckett. Donc, voilà, c'était très important de t'écouter. Tu es voilà, le collègue qui est à la fois le plus investi, le plus porteur. Et je voudrais juste conclure en disant que sous ton impulsion et à ton initiative, le CNAM a été aussi très engagé, je pense au projet de Laura Thémy, je pense à tous les projets sur la recherche, sur la Covid, et puis sur en faire un vrai sujet et faire de la santé en général un sujet important autour de tes travaux. Donc voilà, je te donne la parole. L'organisation du moment, elle est très claire. Nous allons donner la parole à Arnaud pour 20-25 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez poser, tout le monde peut poser des questions, bien sûr. Sophie aura la lourde responsabilité de choisir les bonnes et d'éliminer les mauvaises questions. Non, je plaisante, de relever toutes les questions. Donc, à peu près 20-25 minutes d'intervention d'Arnaud, un quart d'heure de réponse aux questions. Pour l'instant, et c'est évidemment ce que nous souhaitions faire, ce moment, il est entre guillemets un peu réservé au conservatoire. Et nous le rediffuserons plus largement à partir de la semaine prochaine, voilà, pour irriguer un peu sur ce que Arnaud nous racontera. Arnaud, tu as la parole et encore une fois, mille merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup Olivier, merci de me recevoir ici. Je suis très heureux donc de faire partie de cette inauguration, de ce nouvel espace. Et puis je vais essayer de vous expliquer pendant 20-25 minutes ce que l'on comprend aujourd'hui, d'une part de la situation actuelle, mais d'essayer de nous projeter aussi vers les mois à venir, parce que je comprends que vous vous interrogez tous sur qu'est-ce que nous réserve la suite de cette épidémie qui a connu plusieurs rebondissements. Et voilà, je vais faire les choses peut-être de façon un peu décousue. Sentez-vous très à l'aise de poser des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et je souhaite aussi qu'il s'agisse d'un moment un peu d'échange avec vous. Et les questions le permettront. Alors, si je voulais caractériser la situation actuelle, vous la connaissez comme moi. On est à un moment de l'épidémie toujours difficile, puisqu'on a dû prendre des mesures difficiles il y a 15 jours à peu près sur l'ensemble du territoire national pour limiter la progression de l'épidémie. L'élément nouveau de 2021, ça a été l'émergence de ce variant anglais. Des variants, on en voit de plus en plus, je vais vous en dire quelques mots. Le variant anglais a la particularité d'être plus transmissible, également plus létal, et a fait que nous avons dû nous résoudre à des mesures plus contraignantes que ce que l'on aurait aimé proposer, parce que le niveau d'occupation des lits, aussi bien à l'hôpital que dans les soins intensifs, était tel que voilà, la situation était devenue vraiment trop lourde pour le système hospitalier, et puis évidemment pour les patients et les familles qui sont touchés par la maladie. Alors, il y a quand même quelques éléments d'espoir qui sont bien sûr le vaccin. Je crois que la solution, elle va être quand même avec le vaccin. Il y a un an, je ne sais plus ce que j'ai raconté sur le vaccin, mais je sais, en tout cas avec vous, mais je sais ce que je disais d'une façon générale, c'est qu'on n'aurait jamais un vaccin avant un an. Et c'était une des erreurs que j'ai faites. J'ai sous-estimé la capacité d'innovation de l'effort prodigieux qui a été fait par les scientifiques du monde entier. Je n'étais pas le seul à faire cette erreur. Je pense toujours à Tony Fauci, qui est un modèle pour moi, qui est aux États-Unis en charge au National Institute of Health de la partie infectieuse, et qui est vraiment un des pompes du domaine, et qui lui disait, il est immunologiste, il connaît ça, il disait il n'y aura pas de vaccin avant 2 ans. Voilà, on est nombreux à s'être trompés. C'est une très bonne nouvelle d'avoir pu s'appuyer sur, après 9 mois, des vaccins très efficaces, comme les vaccins ARN messagers, mais également les vaccins vecteurs adénovirus, AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Il y a dans les autres éléments qui vont nous aider un petit peu dans les semaines à venir, une part climatique. On va arriver à une période, on sort de l'hiver, les virus respiratoires sont des virus quand même qui circulent beaucoup mieux dans les périodes froides de l'année, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir mettre dans la balance. Et puis il va y avoir également de nouveaux outils qu'on va pouvoir utiliser, et je vais vous parler en quelques mots des autotests, qui sont donc des tests qu'on va pouvoir s'administrer, qui sont déjà disponibles en pharmacie, et nous permettront de savoir si on est en tout cas contagieux ou pas au moment où vous faites le test, et qui pourrait avoir un impact sur notre façon de réguler nos contacts sociaux, et également à la reprise à l'automne prochain pour les cours. C'est peut-être un des outils dont on disposera pour nous aider. Alors maintenant, pour remettre un peu tout ça en perspective, actuellement, situation vraiment très dure dans les hôpitaux sur l'ensemble du territoire français, particulièrement en Île-de-France. Les Hauts-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vont un petit peu mieux, et les autres régions de France sont malheureusement touchées par cette progression du variant anglais, qui est à 90% à peu près, et un peu de variant sud-africain, notamment dans l'est de la France. Alors, on a quelques signes, quelques frémissements pour dire que ça va un petit peu mieux, mais la baisse ne va pas aussi vite que celle qu'on avait connue par exemple en novembre dernier au moment de la deuxième vague, où vraiment avec le virus historique on avait réussi à casser la courbe épidémique avec des mesures de restriction fortes. Cette fois-ci, on sent que c'est plus difficile. Je pense que ça traduit aussi en partie l'extrême lassitude de la population, qui n'en peut plus de ces mesures qui durent maintenant depuis 1 an. Et ça se comprend bien sûr, et en même temps il faut se rendre compte qu'il va être nécessaire de tenir encore 2 mois, parce que
Comme je le disais, les vaccins vont nous aider, mais leur efficacité à l'échelle populationnelle pour ralentir la circulation du virus ne se fera sentir probablement qu'à partir de la fin du mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre des vaccins? Aujourd'hui, on a près de 20% de la population française qui a été vaccinée, essentiellement les fragiles, ceux qui, s'ils étaient infectés, allaient faire des formes graves de la maladie. Ça va se traduire à partir de la mi-mai par une baisse de 50% des hospitalisations, parce que les personnes fragiles auront été protégées, ce qui est déjà très bien. En revanche, l'impact qu'on peut avoir sur la circulation du virus, sur la dynamique de l'épidémie, on ne le sentira que plus tard. Et si on regarde l'expérience de nos collègues en Israël et au Royaume-Uni, c'est plutôt à partir de 50-60% de la population vaccinée que l'impact de la vaccination sur la circulation du virus s'est fait sentir. Alors, comme je le disais, on est actuellement à peu près à 20%. On peut s'attendre à la fin mai à être 40% et fin juin, on pourrait atteindre ces 50-60% qui seraient requis pour qu'on ait un impact sur la circulation du virus, mais pas avant. Ce qui veut dire que dans la période qui vient, il ne va pas falloir tout lâcher trop vite. Alors le gouvernement, comme vous le savez, réfléchit actuellement à la réouverture des écoles, il réfléchit à la réouverture de certains lieux publics. Ça va être fait de façon graduelle. Olivier Véran a annoncé hier soir, peut-être de façon territorialisée, en fonction de la dynamique de l'épidémie selon les régions. Mais il faudra rester prudent pour 2 mois parce que, comme je vous le disais, le niveau de vaccination n'est pas encore suffisant. C'est là où pourront intervenir d'autres mesures, ces fameux autotests, qui pourraient avoir une application dans certains lieux précis, les écoles par exemple. Sachez qu'en Autriche aujourd'hui, les enfants du primaire sont testés 2 fois par semaine, en Angleterre aussi. Et en Autriche, l'adhésion est de 98%. Ça a très bien marché. Ça leur permet de garder les écoles ouvertes alors qu'ils ont une épidémie qui est vraiment en hausse, un peu comme l'Allemagne, alors qu'ils avaient vécu une période de confinement très longue. Je ne sais pas à quelle vitesse il sera possible de déployer ces autotests dans les écoles dans les jours qui viennent, mais je pense que ce serait le bon moment d'expérimenter ces autotests, sachant que la rentrée, en septembre prochain, eh bien, les autotests dans les écoles, le primaire et le secondaire, pourraient jouer un rôle très important le temps que l'on passe à la vaccination des enfants, qui va être un autre sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la vaccination des personnes fragiles. On va élargir la vaccination à partir de juin à l'ensemble de la population adulte. Et se posera la question, à partir de l'automne, de vacciner les enfants, parce que si vous laissez le virus circuler librement chez les enfants, eh bien, ce seront des sources possibles d'introduction du virus dans les foyers et des personnes qui n'auraient pas encore été vaccinées. Parce que, autre sujet, on comprend aujourd'hui qu'il y a encore 20% de la population qui est très réfractaire à la vaccination. Alors, pour les enfants, et clore ce chapitre, on a des premières données de Pfizer qui indiquent que le vaccin marche extrêmement bien chez les adolescents, avec des réponses qui sont plus fortes que celles qu'on avait observées chez les adultes, et probablement sera très bien toléré. Et les essais sont en cours avec des populations de l'âge de 6 mois à 18 ans, dans différents types de configurations, mais pour savoir si d'abord ces vaccins seront parfaitement tolérés, car il faudra, particulièrement pour les enfants qui ne font pas des formes graves de la maladie, que ce vaccin soit très bien toléré pour être utilisé. Et puis ensuite, on verra son efficacité, mais là, on n'a pas beaucoup d'inquiétude, on pense que le vaccin sera très efficace. Ça, c'est pour un déploiement dans la population des enfants. Alors, de là vous dire, est-ce que ce sera 12 ans, 18 ans, est-ce que ce sera 5 ans, 18 ans, est-ce que ce sera 6 mois, 18 ans, c'est trop tôt, mais il faudra songer à vacciner les enfants à la rentrée. D'ici là, l'autre question qui va se poser, c'est évidemment la vaccination de la population générale, hein, adulte, à partir de la mi-juin. Et là, je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner. Alors, on a des informations qui nous montrent aujourd'hui qu'effectivement, donc, les vaccins ARN messagers sont extrêmement efficaces. Ils vous protègent aussi non seulement contre les formes graves de la maladie, mais contre la plupart des formes cliniques bénignes, et vous évitent d'être infecté et de transmettre. Sur les vaccins qu'on appelle à vecteur adénovirus, c'est AstraZeneca, c'est Johnson & Johnson, c'est Sputnik, l'efficacité est un peu moins bonne, mais protège à 100% contre les formes graves, et c'est ça le plus important, hein, c'est que vous êtes protégé à 100% contre l'hospitalisation, c'est ce qu'on souhaite. Protège peut-être un peu moins bien contre la transmission, mais bien sûr, le gros débat aujourd'hui tourne autour des effets indésirables. Alors, on accumule de plus en plus de données, et ce que l'on peut dire globalement, c'est qu'à la fin, une fois qu'on aura vraiment mis tout ensemble, je ne serai pas surpris qu'on soit dans une situation où on apprend que
le risque de faire une forme grave de ce qu'on appelle ces thrombophlébite cérébrale, où vous avez finalement les veines qui drainent le sang du cerveau qui se bouchent, accompagné de troubles de la coagulation et quelquefois d'autres thromboses de veines profondes, abdominales et ailleurs, ce risque d'une complication sévère, qui à peu près dans la moitié des cas s'accompagne de décès, va se situer autour de 1 pour 50 000 à 1 pour 100 000. Alors si vous avez plus de 50 ans, il n'y a pas photo, le risque d'être infecté par le coronavirus et de faire une complication grave est beaucoup plus élevé que le 1 pour 50 000 ou 1 pour 100 000 de faire une thrombophlébite cérébrale avec coagulation intravasculaire disséminée. Et là, je pense que vraiment, il n'y a pas photo. Si vous avez moins de 50 ans, effectivement, et particulièrement pour les plus jeunes, la question se posait parce que le risque d'être infecté et de faire une forme très grave du coronavirus était relativement faible. Et du coup, là, dans la balance, il a été choisi par le gouvernement français sur la recommandation de la Haute Autorité de Santé de ne pas donner ces vaccins adénovirus, en tout cas l'AstraZeneca, au moins de 55 ans. Et on verra ce qui sera décidé pour le Johnson & Johnson, mais vraisemblablement, on va terminer dans une configuration à peu près identique. La bonne nouvelle, c'est que Pfizer nous a annoncé pour l'Europe 50 millions de vaccins supplémentaires pour le mois de juin, dont 7 millions viendront en France. Et globalement, je pense qu'à partir de la fin juin, on pourra proposer des vaccins ARN messagers à la grande majorité de la population qui souhaitera se faire vacciner. Et je ne peux qu'encourager donc vous tous à vous vacciner parce que c'est vraiment la voie vers la sortie de cette crise. Alors, l'autre incertitude qui pèse maintenant sur ces vaccins, c'est leur efficacité par rapport aux différents variants. Sur le variant anglais, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins marchent très bien, comme sur le virus historique de 2020. Sur les variants sud-africains, brésiliens et peut-être un jour le variant indien et je ne sais quel autre qui pourrait arriver entre-temps, on a aujourd'hui des informations qui nous disent que l'efficacité est diminuée pour le variant brésilien et encore plus diminuée pour le variant sud-africain. La vraie question, elle reste, quelle est la protection qu'on aura contre les formes graves de la maladie et l'hospitalisation. Donc il se peut que vous puissiez être infecté malgré la vaccination, mais ce qui est très important, c'est de savoir jusqu'à quel point vous serez protégé des formes graves. Et pour ça, on n'a pas encore d'informations. Et c'est vraiment l'enjeu de la réussite du programme vaccinal en cours pour les mois à venir. Alors, Pfizer et Moderna, qui produisent des ARN messagers, vont vraisemblablement adapter leurs vaccins aux mutants. Tous ces mutants ont en commun quelque chose d'intéressant, qui est une mutation sur le même site, qui est le site 484 du génome. Et si je le signale, c'est que c'est intéressant parce que ça donne une cible unique pour les modifications des vaccins, et c'est ce que Pfizer et Moderna vont faire. Mais deux, ça montre aussi que quand le virus cherche à s'échapper, parce que c'est vraiment des mutations d'échappement immunitaire et qui sont survenues dans des populations où il y avait déjà une proportion de personnes immunisées très importante, dans des pays où les épidémies avaient été fortes, ça veut dire qu'à chaque fois, le virus emprunte la même voie. Et ça, c'est d'une certaine façon une bonne nouvelle. Ça montre qu'en se modifiant, pour assurer sa survie, il n'a pas un nombre infini d'options. Il est à chaque fois obligé de choisir la même mutation, qui est la seule qui lui permet d'échapper à l'immunité naturelle ou vaccinale, mais qui reste compatible avec sa survie. Et si donc le virus s'engage dans un cul-de-sac, et il suffit d'attendre à la fin du cul-de-sac avec le bon vaccin, adapté à cette mutation, ou les anticorps monoclonaux qui seront une forme de traitement possible. Et c'est là où, de tout ce qu'on apprend sur les variants, il y a quand même un message entre guillemets d'espoir, c'est que finalement, la gamme de mutations que le virus peut faire est limitée, et que peut-être qu'on est en train de vivre des dernières tentatives du virus de s'échapper. C'est trop tôt pour le dire, mais c'est assez remarquable de voir que ce soit en Afrique du Sud, au Brésil ou en Inde, il a à chaque fois pris la même voie pour essayer d'échapper à l'immunité, et donc il faut l'attendre de l'autre côté, au même endroit, et le cibler avec le bon vaccin. Alors je terminerai avec les questions de tests, parce que ça peut être intéressant pour un institut, un établissement comme le CNAM à la rentrée prochaine, où ces autotests vont devenir disponibles, actuellement en pharmacie, peut-être un usage plus large. Sachez qu'il y a un certain nombre de pays, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, qui proposent gratuitement un test par semaine et par personne pour que les gens se dépistent très systématiquement eux-mêmes. Alors, ces autotests, ce n'est pas le tube qui va vous gratter le fond de la gorge en passant par le nez, ce qui n'est pas très agréable. C'est quelque chose que vous enfoncez de 3 à 4 cm, et donc c'est tout à fait... les enfants de primaire le font 2 fois par semaine, comme je le disais en Autriche ou en Angleterre. Et ces autotests vous permettent de savoir si à un moment ou non donné, vous êtes porteur du virus.
L'idée, ce n'est pas un test diagnostique que vous faites quand vous avez des symptômes. Là, on continuera à faire des PCR et à récupérer votre séquence pour voir s'il y a des mutants. Mais l'idée, c'est en faisant ce test une fois par semaine, de façon complètement routinière, vous repérez les formes asymptomatiques ou si vous êtes en phase pré-symptomatique, quand vous avez déjà du virus avant les symptômes, et vous vous excluez en restant chez vous pour protéger votre entourage. Et des modélisations qui ont été faites aux États-Unis ont montré que si vous faites ce test, par exemple, une fois par semaine, vous diminuez de 50% la circulation du virus, 2 fois par semaine de 80%, en dehors de toute autre mesure. Donc l'usage très régulier de ce test permettra de contrôler la circulation du virus, et on peut imaginer pour un établissement comme celui-ci qu'à la rentrée prochaine, on demande aux étudiants d'utiliser ces tests pour ceux qui ne seraient pas vaccinés, par exemple, de façon à pouvoir assurer une continuité des enseignements, de la même façon qu'aujourd'hui, les écoles ont réouvert en Angleterre ou en Autriche grâce à ce test, malgré des contextes épidémiques assez difficiles. Donc voilà, je voulais brosser un certain nombre de points. Je ne sais pas du tout le temps que j'ai pris, j'espère que je suis à peu près dans les temps. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Arnaud, merci de ton intervention toujours très précise, très utile et très éclairante sur tous les points de vue. Je vais donner la parole à Sophie pour qu'on ait un certain nombre de questions. Juste avant, je voudrais d'abord rappeler, je suis très heureux, donc vous êtes déjà largement plus d'une centaine à nous suivre, ce qui est quand même en soi un message. Les deux autres choses que je voulais dire avant d'ouvrir cette discussion, d'abord c'est très important sur ce que vient de dire Arnaud que nous portions ensemble les choix que nous faisons pour notre établissement, et je voudrais saluer en ce sens le rôle que le CHSCT, donc Comité d'hygiène et de sécurité au travail, joue à mes côtés, et notamment le secrétaire Philippe Auger. Depuis le début de la crise, nous avons ces interactions très constantes, et je pense que c'est très important que ça se fasse avec beaucoup de sérénité. Ce sont des choix compliqués, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, il y a l'espace de discussion et l'espace de proposition, et encore une fois, Arnaud et nous accompagne pour ces prises de décision. Et évidemment, nous pensons à un certain nombre de personnels du CNAM qui, aujourd'hui, malheureusement, sont touchés assez fortement par la Covid. Et évidemment, nous pensons à eux. Et je passe la parole à notre animatrice, Sophie Guichard, qui, c'était pas dans le profil de poste, mais joue aussi ce rôle-là. Merci Sophie. Des questions de Sophie. Alors, on a 3 questions concernant le vaccin. Première question, dans les cas de thrombose liés à l'AstraZeneca, est-ce que de manière générale, c'est plutôt sur la première, la seconde injection, ou c'est indifférent? Alors pour l'instant, on a d'expérience seulement sur la première injection. Pour AstraZeneca, l'espace entre les 2 doses est de 3 mois, donc il est très long. Et finalement, on a de chiffres consolidés que sur la première injection. C'est une réaction auto-immune. Des avis que j'ai pu entendre, on pense qu'il n'y a pas de raison que ça survienne plus à la deuxième qu'à la première injection. Donc si vous étiez sensible, ce serait probablement sur la première injection que ce serait apparu, mais on n'a aucune certitude là-dessus. Et il y a une discussion en cours pour savoir si d'ailleurs la deuxième injection, puisqu'elles sont espacées de 3 mois, on a un peu de temps pour y réfléchir, se fera avec à nouveau un AstraZeneca ou éventuellement un passage sur la ARN messager. Donc pour vous dire que la question est encore en discussion. Alors, dans le cadre d'une allergie cutanée de plus de 10 jours, je n'ai pas le nom du vaccin, lors de la première injection, est-il déconseillé de faire la seconde injection? Alors, bon, là, c'est vraiment des questions, qui ne relèvent pas vraiment de mes compétences, parce que ça fait très longtemps que je ne fais plus de médecine, et heureusement pour mon entourage. Il n'empêche qu'il y a des réactions allergiques qui ont été vues, cutanées, après le vaccin. Je pense que ça dépend vraiment de l'intensité de la réaction. On peut prescrire éventuellement des antihistaminiques avant la deuxième injection. Je crois que c'est vraiment un dialogue avec votre médecin qui permettra de décider si il faut garder le même vaccin ou pas. C'est vraiment, il faut regarder le terrain de la personne, ses antécédents allergiques, l'intensité de la première réaction. C'est une décision médicale et c'est loin de mon champ d'expertise. Une dernière question sur les vaccins. Est-ce qu'on peut déjà imaginer une nouvelle campagne vaccinale dès l'automne? Alors, la question qui se pose aujourd'hui est effectivement de savoir si on va, à l'automne prochain, donner ce qu'on appelle un boost, une nouvelle injection, notamment avec un ARN messager habilité à contrôler les nouvelles mutations.
Et je ne peux pas encore vous répondre, mais c'est vraiment dans les questions qui sont actuellement posées. Alors, pensez-vous que nous aurons une rentrée universitaire normale en septembre? Est-il déjà prévu d'équiper les amphis de robots? Alors, CO2, je pense. Peut-être, si tu le permets, Arnaud, quelques mots avant d'avoir le retour d'Arnaud, parce que c'est évidemment très important. Tu le comprendras facilement, c'est évidemment l'une de nos préoccupations. Et quand je dis nos préoccupations, je parle au nom de la conférence des présidents d'université, enfin les responsables d'établissement. Aujourd'hui, et je profite de cette occasion pour parler effectivement à l'ensemble de ceux qui font vivre le CNAM, nous sommes sur un scénario, j'allais dire, d'une rentrée semi-normale, c'est-à-dire que le message que nous faisons passer, c'est que, évidemment, la rentrée ne sera pas totalement normale, parce que, comme tu l'as rappelé, nos publics ne seront pas tous vaccinés. Je pense évidemment aux jeunes, voire aux moins jeunes, mais en tout cas, il y aura un certain nombre de difficultés. Il y a la piste des autotests qu'il va falloir mettre je dirais en marche, qui va être quelque chose d'important. Puis je dirais aussi, nous savons qu'il risque d'y avoir peut-être de nouveaux variants, enfin ce qu'Arnaud Fontanet a raconté. Donc nous, le choix que nous faisons collectivement en tant que président d'université, que nous faisons passer en interne dans nos établissements, c'est d'aller vers une rentrée, j'appellerais semi-normale, donc plus de présentiel bien sûr qu'aujourd'hui, où nous restons sur la règle des 20% et des jauges à 50%, 20% de la présence de nos élèves étudiants ou auditeurs et 50% des jauges par espace. Donc évidemment d'aller plus loin. Cela dit, c'est encore une fois l'occasion de rappeler deux choses. C'est de rappeler que évidemment nous souhaitons qu'il y ait le plus possible de présentiel, le plus possible de vie des sites, parce que derrière c'est la vie des sites universitaires, et qu'en même temps, les règles de prudence maximale s'imposent à nous, notamment, alors on n'est peut-être pas sur le scénario de un cas, une fermeture comme dans les classes, mais en tout cas, évidemment, d'une grande vigilance. Et ça nous permet de mettre en lumière aussi ce qui est l'une des forces du CNAM, c'est notre capacité à être, comme nous le montrons aujourd'hui, très réactif en termes d'enseignement distanciel, et donc évidemment d'être de plus en plus à la pointe, et je crois qu'aujourd'hui on peut le dire, avec le plan d'investissement FUD, avec un certain nombre d'outils, le CNAM est vraiment à la pointe. Donc voilà, c'est un peu ce que... Arnaud, corrige-moi ou complète-moi. Bon, je vais plus parler de l'épidémiologie je crois qu'il faut comprendre, d'une part, c'est la situation sera quand même très différente à l'automne prochain. On peut compter que, soit par infection naturelle, soit par vaccination, plus de la moitié de la population aura été déjà immunisée. Et ça va quand même peser dans le risque d'avoir des épidémies qui se déclenchent. Deux, on sait quand même beaucoup mieux aujourd'hui se protéger. Se rajoute à l'ensemble des mesures barrières qu'on connaît quand même l'importance de l'aération. Il faut vraiment insister là-dessus. Alors, elle n'est pas toujours possible partout. Après, quand vous êtes dans des espaces de très grande taille, la densité des aérosols potentiellement contagieux est quand même très diminuée. Donc, c'est à mettre aussi en perspective avec la taille du lieu où les étudiants reçoivent l'enseignement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a des cours en formation continue qui ont lieu un peu partout en France. Et dans l'étude que l'on mène, qui s'appelle Comcore sur les lieux de transmission, on n'a pas d'augmentation de risque pour les personnes qui suivent des cours en formation continue, en amphithéâtre ou en salle de TD, alors aménagé, comme Olivier Faron vient d'expliquer. Mais voilà, ça veut dire quand même que globalement ces cours sont possibles, avec une situation qui sera plus favorable à l'automne prochain, puisqu'on aura une proportion importante de la population immunisée. Et je crois que pourront se rajouter là aussi ce qu'on venait de dire sur la possibilité d'avoir en appoint des autotests, etc. Donc, à mon avis, ce sera possible d'avoir une rentrée universitaire. Il faudra être prudent au début, comme le disait Olivier Faron, avec l'usage de jauges, des formations hybrides, etc. Mais je suis quand même optimiste sur la possibilité d'une rentrée universitaire. Je crois que franchement, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Je voyais qu'il y avait une question que me donnait Sophie sur des personnes qui ont déjà été infectées. Combien de doses doivent-ils recevoir et combien de temps après la guérison ? Et puis même si je peux compléter, une question à l'épidémiologiste que tu es,
les personnes qui ont eu la Covid, elles ne sont jamais marquées dans les stades comme étant des personnes protégées. Comme on est déjà 2 ici avec Guillaume à avoir eu la Covid, non, nous sommes des barrières aussi ou des remparts. Alors vous êtes partiellement protégé, on ne sait pas pour combien de temps. Mais on protège les... Oui, c'est ça. On ne sait pas pour combien de temps, ça dépend de la sévérité de la forme que vous avez eue. Si vous avez une forme sévère, vous êtes protégé plus longtemps que si vous avez une forme bénigne. Et on n'a pas encore assez de recul pour dire combien de temps nous protège il n'y a pas simplement les anticorps, mais il y a également les autres composantes du système immunitaire qui ont été stimulées à l'occasion de cette infection, combien de temps vous serez protégé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que vraisemblablement la protection associée au vaccin est meilleure que celle de l'infection naturelle. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour l'ensemble. Et par rapport à la question qui était posée, c'est si vous avez déjà été infecté, vous n'avez besoin que d'une seule dose. Et c'est peut-être la meilleure combinaison, c'est-à-dire qu'une infection suivie d'une dose est ce qui vous apporte aujourd'hui la meilleure protection contre le risque d'être infecté à nouveau. Avec une dose, on recommande simplement d'attendre au moins 3 mois après l'infection pour se faire vacciner. Mais c'est la combinaison gagnante aujourd'hui. Alors que penser du vaccin chinois Sinovac, qui paraît peu efficace alors qu'il semble être la stratégie principale des pays du Maghreb? Donc, on manque malheureusement d'informations sur l'efficacité des vaccins qui ont été produits en Chine et qui ont effectivement été beaucoup utilisés un peu partout dans le monde. La Chine d'ailleurs, de façon assez intéressante, a donné beaucoup plus de vaccins à l'extérieur qu'elle a commencé à vacciner sa propre population. Alors c'est vrai qu'ils ont un système de contrôle de l'épidémie qui a été extrêmement efficace, de façon assez coercitive. Et du coup, ils ont utilisé leur vaccin finalement un peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie sanitaire, qui est une façon d'aider des pays en leur proposant des vaccins qu'ils avaient conçus. Ce qu'on a aujourd'hui d'évaluations qui ont été faites sur le terrain des vaccins chinois montrent qu'ils sont à peu près 50% efficaces contre les formes cliniques banales, et c'est vrai pour Sinovac comme pour d'autres. Ça pourrait être plus problématique par rapport à des variants associés à des échappements, et là on parle du variant brésilien par exemple, ou du variant sud-africain. Donc efficacité un peu inférieure, pas d'essais randomisés contrôlés qui nous permettent d'avoir des chiffres solides. Et d'ailleurs, le directeur du CDC chinois a la semaine dernière fait une allocution assez étrange où il disait qu'effectivement leur vaccin serait peut-être moins efficace que ce qu'ils avaient pensé au début. On n'a pas su très bien comment interpréter, c'est assez inhabituel de la part des dirigeants chinois de faire ce type de mea culpa, donc voilà. Alors, une question d'une collègue qui vous remercie pour votre investissement et qui indique qu'elle a été vaccinée il y a un mois, première dose AstraZeneca. Quel est le pourcentage de protection à ce jour? Alors, elle est comme moi. 1 mois AstraZeneca. Pour la petite histoire, on passe quand même 24-36 heures, pas très agréable après. Alors ça va, moi ça ne m'a pas empêché de continuer mes activités, mais bon, on le sent passer. La protection qu'on a, ce qui nous importe nous, c'est vraiment la protection contre les formes graves. Elle est 15 jours après une première injection d'AstraZeneca, vous êtes protégé à 85% contre les formes graves. C'est ce que nous ont montré les données du Royaume-Uni et d'Écosse, où ils ont utilisé beaucoup AstraZeneca chez des personnes de plus de 60 ans, puisque c'était eux qui les donnaient en premier dans ce public-là. Et donc voilà, on est déjà quand même protégé à la diminution de 85% du risque d'une forme grave. Et après la deuxième injection qui interviendra donc 12 semaines plus tard, là on a une protection à 100% contre les formes graves et une très bonne protection contre les formes mineures. Alors une question qui intéresse tout le monde, est-ce que vacciner sera obligatoire pour partir en vacances cet été, notamment à l'étranger? Tout dépendra des politiques des pays qui vont choisir ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui se met en place, vous allez voir à l'échelle de l'Union européenne, on va avoir un pass qu'ils appellent, la traduction littérale, ça serait un pass numérique vert, qui est de la traduction littérale de l'anglais, qui dira sur votre smartphone si vous avez été soit infecté parce que vous avez une sérologie positive, qui dit donc que vous avez été infecté, soit que vous avez fait récemment un test PCR négatif, soit que vous avez été vacciné. Et ce pass va être utilisé très vraisemblablement par les compagnies aériennes pour permettre l'accès aux avions. Et
dans certains pays, pourrait être utilisé pour avoir l'accès à des lieux publics. Donc on ne sait pas encore, parce que chaque pays décidera comment il va l'utiliser, mais vous voyez, ils mettent en place un pass commun à l'ensemble des pays européens, de façon à ce qu'on ne soit pas dépendant de la technologie d'un pays ou quoi que ce soit. Ce sera quelque chose qui sera utilisable partout en Europe. Et la suite très logique, ce sera d'abord que les compagnies aériennes demandent que vous soyez vert, soit parce que vous avez une PCR négative dans les 72 heures qui viennent de s'écouler, soit parce que vous avez été infecté naturellement, soit parce que vous avez été vacciné. Après, il n'est pas exclu que certains pays décident on va vous aurez droit à certains lieux, à certains accès, etc. Les Danois, par exemple, ont une expérience en cours amusante. Alors les Danois, ils ont fait quand même presque un sans faute dans cette épidémie. C'est quand même un pays qui a été assez remarquable. Ils sont peut-être aidés par une un peu excentrée densité de population, encore que. Mais vraiment, et alors là actuellement, ils ont dans la rue, comme on a pu le voir nous près des pharmacies, des petites tentes où vous pouvez venir vous faire tester. Vous avez ce fameux autotest, très simple, donc gratuit, et vous sortez, vous trouvez une tente très facilement, pof, on vous met un tube dans le nez, un quart d'heure plus tard, vous êtes négatif, sur votre smartphone, ça apparaît, et pendant 72 heures, vous avez le droit de faire plein de trucs, parce que vous êtes protégé par votre autotest, qui vous dit que vous êtes négatif. Puis dès que vous avez passé les 72 heures, eh bien, hop, vous refaites un test, une fois de plus, et en marchant dans la rue, vous en trouvez un très facilement, et vous reprenez 72 heures de liberté pour aller dans des lieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ouvert, mais ça va être très vite, les bars, les restaurants, etc., etc. Et donc les gens fonctionnent comme ça. C'est juste une idée que je vous présente. C'est pour vous dire que c'est vraiment amusant de regarder ce que font les autres pays. Moi, je passe énormément de temps avec mes collègues européens. Je fais 3 réunions par semaine avec mes collègues européens pour échanger, partager des expériences. C'est comme ça qu'on a passé beaucoup de temps avec les Autrichiens sur l'expérience des écoles, et avec le conseil scientifique, on a fait un avis sur les autotests qui a été remis au ministère de la Santé, basé sur ces différents échanges qu'on a eus pour voir comment c'était fait dans différents pays. Et c'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, on aura des... Je crois que d'abord, c'est très important d'apprendre les uns des autres de ce qu'on fait, et puis deux, il va y avoir une pression assez forte sur l'utilisation de ces outils numériques. Ça va être un débat de société assez compliqué et qui pour l'instant ne s'est pas ouvert en France parce que trop peu de gens ont été vaccinés, donc c'est prématuré pour le faire, parce que si vous commencez à donner des droits à des gens qui ont été vaccinés alors que tout le monde ne peut pas être vacciné, ça ne va pas passer. Mais quand on va arriver au mois de juin où des vaccins seront disponibles pour à peu près tout le monde, parce qu'il y aura vraiment un gros arrivage de vaccins fin juin, eh bien, je ne serais pas surpris qu'on commence à conditionner l'accès à certains lieux, parce qu'il y a aussi, de la part des personnes qui, par exemple des propriétaires de bars et de restaurants, qui vous disent « Attendez, si moi vous me dites que pour ouvrir mon bar et restaurant, il faut que je vérifie les passes des personnes, je suis prêt à le faire, pourquoi pas ?» Donc il faut écouter tout le monde, il faut faire un débat collectif de société, ce n'est pas des questions simples, mais à partir du moment où l'accès au vaccin sera possible pour tous, je suis quasi sûr que ces questions se poseront, en tout cas elles se posent partout en Europe. Tous les pays ont les mêmes débats et il faudra que nous, collectivement, on choisisse où on se positionne. Je ne serai pas capable et je ne suis pas compétent pour vous dire quelle est la bonne solution, mais je suis assez convaincu que ce débat aura lieu. Et dernière question, faut-il s'inquiéter du variant brésilien et que pensez-vous de la situation au Brésil et en Inde? Alors, la situation au Brésil comme en Inde est extrêmement grave, extrêmement sérieuse. Ils ont des variants qui sont capables d'échapper à l'immunité acquise lors d'une première infection. C'est des pays qui avaient connu des épidémies très fortes en 2020. On avait parlé beaucoup du Brésil, on avait très peu parlé de l'Inde, mais quand on regarde les enquêtes de sérologie, on se rend compte que dans plusieurs régions indiennes, plus de la moitié de la population avait été infectée en 2020, et ça a été quand même très très peu su. Ils ont maintenant des variants qui sont capables d'échapper et qui du coup entraînent une deuxième épidémie. C'est possible parce que ce sont des pays où en fait le niveau de restriction sur les contacts, etc. sont actuellement assez faibles. Vous connaissez tous le débat qui a eu lieu au Brésil où Bolsonaro en fait a voulu faire fi de l'épidémie et des risques associés au SARS-CoV-2. Et en Inde, il y avait des rassemblements, vous avez peut-être vu récemment à la télévision, des rassemblements de foule à l'occasion de célébrations, etc. Mais bon,
Et évidemment, dans ces contextes-là, avec des virus qui sont un peu plus transmissibles, comme ces variants brésiliens ou indiens, et des virus capables d'échapper à l'immunité antérieure que les personnes avaient pu acquérir lors d'une infection passée, on a des situations qui sont extrêmement graves. Ce ne sera pas la même chose en France, parce qu'on a bien sûr un niveau de contrôle de la circulation du virus qui est beaucoup plus important. Aujourd'hui, sur le territoire français, il y a du variant sud-africain en Moselle, et la proportion de variants sud-africains parmi les cas diagnostiqués en Moselle est passée de 50% à 20% en l'espace de 8 semaines à peu près, mais il reste présent. Le variant brésilien a été présent de façon ponctuelle et pour l'instant n'a pas bougé. Le variant anglais, en fait, est vraiment celui qui domine parce qu'il a une transmissibilité plus forte que les autres et parce que, comme on a une immunité collective assez faible, les variants à échappement immunitaire n'ont pas encore d'avantage compétitif sur le variant anglais. Donc la transmissibilité accrue du variant anglais fait qu'aujourd'hui, il occupe toutes les niches. Quand on sera arrivé à plus de 50% de la population française qui aura été infectée ou vaccinée, l'avantage compétitif des variants avec échappement immunitaire sur le variant anglais va se faire sentir. Et c'est là que le variant brésilien, indien ou sud-africain pourra reprendre un peu le dessus. Mais il est quand même moins transmissible que le variant anglais. On a quand même des mesures qui sont en place. Et les vaccins qui protègent mieux que l'infection naturelle pourraient quand même avoir une efficacité tout à fait conséquente sur ces variants sud-africains ou brésiliens. Donc globalement, je ne suis pas trop pessimiste là-dessus, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut suivre de très près. Et alors une toute dernière question, comment avec le CNAM pourrions-nous contribuer à cette politique préventive des autotests et son adoption par la population générale? Alors d'abord, c'est l'occasion de remercier Arnaud Fontanet puisque nous allons conclure ce moment-là. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été, et ce que tu racontais sur le Brésil me rappelle ce que j'ai beaucoup entendu de la part de Charles Mérieux quand Charles Mérieux avait vacciné tout le Brésil. Pour la méningite. Et donc il faut garder de l'espoir. Charles Mérieux présentait toujours ça. Enfin, je le connaissais bien quand j'étais à Lyon et c'est effectivement un beau message. Donc merci beaucoup. Sur la question qui est posée, deux réponses et je crois que c'est les mots qu'on peut avoir de conclusion. D'abord encore une fois sur les autotests et je salue les chercheurs du CNAM qui travaillent, qui commencent à produire des choses, donc je crois que tout passe par la recherche, et ce n'est pas Arnaud Fontanet qui me démentira, c'est cet investissement sur une recherche qui est à la fois très théorique, mais aussi très, j'allais dire, à la limite de la R&D, à la limite de la recherche-action sur comment on utilise les tests. Donc, encore une fois, tout passe par la compréhension de tout ce qui se passe autour, évidemment, du virus. Puis la deuxième chose, je crois qu'on est au CNAM assez exemplaire sur notre envie de chercher des bonnes solutions. Je renvoie tout le monde à ce superbe distributeur de gel hydroalcoolique qui a été produit par une start-up du CNAM qui au départ faisait des boules d'huile bronzante, enfin d'huile pour se bronzer, qui est passée au gel hydroalcoolique. Start-up qu'on incube ici et qui a fait un superbe truc qu'on a mis à l'entrée, superbe distributeur qu'on a mis à l'entrée. Donc soyons imaginatifs et puis surtout, je crois que c'est le message qu'Arnaud Fontanet a délivré. Soyons exemplaires. Si on est exemplaire, c'est pour nous, c'est pour les autres. Et évidemment, les gestes barrières, je connais la lassitude. Arnaud Fontanet l'a rappelé, mais voilà, tout passe par notre comportement individuel. Et je crois que en tout cas, c'est le bilan que j'en fais au bout d'une année. Il y a eu très très peu de cas de non-respect, donc c'est à contrario raconter que nous avons essayé de faire que notre établissement ne traverse pas trop mal la période qui a été la nôtre. Et c'est tous ensemble que nous avons pu le faire. Donc voilà, et puis suivons Arnaud. Peut-être pas l'été, mais en tout cas la rentrée sera plus belle et on retrouvera les beaux jours. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous, Sophie, Christophe, toutes les équipes qui l'ont monté. Et un merci tout particulier à Arnaud Fontanet pour s'être prêté au jeu. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Merci beaucoup.